Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si je vous dis From Software, il y a de fortes chances pour que les jeux suivants vous viennent en tête. Dark Souls, Bloodborne, Sekiro et dernièrement Elden Ring. Mais je divague, commençons depuis le début. From Software est une société de jeux vidéo basée à Tokyo fondée en 1986 par Naotoshi Zin. Dans ses toutes premières années, la société From Software développait des logiciels pour bureaux, des logiciels qui réalisaient principalement des traitements de texte, etc. Ce n'est qu'en 1994, pour le lancement de la première PlayStation, que la société proposèrent leur tout premier jeu vidéo. Si vous avez déjà joué à Dark Souls ou encore Bloodborne, vous avez sans doute remarqué que le jeu possédait des similitudes, comme si l'un était la suite spirituelle de l'autre. Eh bien, il faut savoir que beaucoup d'éléments de Dark Souls, Bloodborne ou encore Elden Ring proviennent de la toute première série de jeux vidéo de From Software, j'ai nommé King's Field. Et d'ailleurs, pour les besoins de cette vidéo, je suis directement allé chercher des playthroughs non commentés de la chaîne Looking Back Game. C'est après avoir joué au jeu ce qui en bon français veut dire les terrains d'essai des sorciers du Seigneur Fou. Un jeu très inspiré par Donjons et Dragons, que la toute jeune équipe décide de réaliser un jeu dans la même veine. La seule différence, c'est que eux, leur jeu sera entièrement en 3D et sur PC. Le problème, c'est que l'équipe s'est vite rendu compte qu'à l'époque, aucun PC n'était assez puissant pour pouvoir faire tourner un jeu entièrement en 3D. Ils décident donc de se tourner vers la PlayStation. C'est avec une équipe de 10 personnes et en seulement 6 mois que le jeu sera terminé. L'équipe était tellement ambitieuse qu'ils sont allés même jusqu'à créer leur propre moteur physique. Un moteur physique qu'ils ont nommé Sword of Moonlight et qui a failli même être le nom du jeu. D'ailleurs, au début des années 2000, l'équipe ont décidé de commercialiser le moteur pour que chacun puisse réaliser leur propre jeu King's Field. Pour ce qui est du nom final, le nom est inspiré d'une piste de golf qui se trouve en Angleterre dont un des directeurs de From Software aimait beaucoup jouer. Mais bref, le jeu sort en 1994 et se fait dégommer par la critique. Si l'aspect graphique était révolutionnaire pour l'époque, surtout parce qu'il propose une 3D en temps réel, beaucoup de personnes reprochaient au jeu d'être beaucoup trop dur. Essentiellement à cause des animations 3 fois trop lentes et aussi du fait que, étant dans un monde ouvert, ils ne savaient pas où se diriger. Ce qui n'a pas empêché au jeu de rencontrer un succès commercial. Je pense qu'à l'époque, ce qui a surtout attiré les joueurs, c'était justement ce concept de 3D en temps réel. Parce que, mine de rien, c'était assez nouveau pour l'époque. Alors bien sûr, aujourd'hui, quand on regarde les gameplays de King's Field, on se dit ouh, que c'est austère! Et je pense que ça peut faire rebuter certaines personnes aujourd'hui. Après, il est à rappeler que le jeu a été développé par 10 personnes en seulement 6 mois. Pour un développement de jeu vidéo, c'est clairement pas assez. Donc au final, le jeu parle de lui-même. Mais du coup, de quoi parle ce premier jeu, King's Field? De façon très classique, la petite contrée de Verdité a été attaquée par un dragon. Ce dernier a été terrassé par un héros, mais promettant de revenir se venger. C'est donc là que votre protagoniste débarque. Et le problème, c'est qu'il débarque un petit peu n'importe où, on ne sait pas exactement où on est, on ne sait pas exactement où il faut aller. Alors on se contente de visiter en interagissant avec quelques éléments du décor comme par exemple des tonneaux. Et de temps en temps on peut entendre vaguement quelques cris de monstres qui nous attendent pour nous trouer le cul. De ce fait, notre seul but est d'avancer et d'essayer de survivre. Pour ce qui est du gameplay, c'est assez sommaire. Les touches directionnelles pour avancer, les touches L1 ou R1 pour strafer de droite à gauche, la touche carré pour envoyer de la magie, et la touche triangle pour frapper. La touche croix servant de menu pour notre inventaire et la touche cercle pour interagir. Au niveau de l'interface, nous avons une barre d'énergie, une barre de magie, une barre d'endurance et une deuxième barre de magie dont je ne sais pas à quoi elle sert, ainsi qu'une boussole pour nous repérer. Si on met de côté les graphismes austères de l'époque, même si des jeux comme Apocalypse avec Bruce Willis m'ont appris que c'est pas parce que les graphismes sont pas beaux que le jeu n'est pas fun, le jeu possède un certain intérêt puisqu'il pousse à l'exploration. Même si vous passerez 90% du jeu dans les catacombes, mais reste qu'il y a un certain appel à l'aventure. Mais son plus gros souci, c'est évidemment sa difficulté, essentiellement dû à son gameplay trop rigide. Et c'est surtout lors des phases de combat qu'on le remarque. Vous allez passer la plupart de vos combats à tourner autour de l'ennemi en espérant pouvoir lui infliger un coup. La localisation des dégâts, déjà qu'elle n'est pas très précise, fait que vous allez souvent rater votre coup et perdre des points de vie. Cependant, pas besoin de baisser ou de lever la caméra, il vous suffira juste de taper en avant. Mais à ma grande surprise, c'est plutôt gérable en fait. Il vous faut cependant faire très attention et ne pas foncer tête baissée. Bon, après, quand le jeu vous balance 3-4 ennemis à la figure, je comprends que c'est un peu la panique. Au niveau de la bande sonore, ce n'est pas non plus à se taper le cul par terre niveau bruitage, comme par exemple les ennemis qui font tous le même bruit.
En revanche, la musique, entièrement composée au synthé, donne une ambiance particulière avec ce petit côté pop musique années 80. Mais ce qui a certainement dû séduire les joueurs, c'est son aspect RPG. En effet, plus nous avançons dans le jeu et plus nous récupérons armes, objets, etc., et plus nous évoluons. Ce qui vient malencontreusement entraver cette progression, c'est évidemment encore une fois la difficulté du jeu. Tout à l'heure, je vous ai parlé que la difficulté résidait essentiellement dans le gameplay, mais il l'est aussi pour les ennemis. Dès le départ, nous sommes assaillis par des squelettes en armure, des plantes et des serpents venimeux. Et évidemment, plus on avance dans le jeu et plus nous ferons face à des ennemis de plus en plus costauds, mais au point où ça devient ridicule. Genre des ennemis qui vous tuent en 2 coups alors que vous êtes très bien équipé. Et encore, vous n'avez pas vu le boss final. Surtout qu'en plus, vous vous retrouvez la plupart du temps dans des endroits très étroits. Mais ce qui va surtout vous handicaper lors des combats, c'est cette barre d'endurance. Cette barre est sans doute là pour ajouter un petit peu de réalisme au jeu, mais elle va vite s'avérer être un problème pour vous. En effet, après chaque coup porté, vous devrez attendre 1 seconde avant que votre personnage puisse en donner un autre. D'autant plus que les ennemis ont ce que l'on appelle une localisation des dégâts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les taper comme ça, faut les toucher à un point précis, et que si vous loupez votre coup, vous devrez attendre 1 seconde avant d'en mettre un autre, en espérant bien sûr de ne pas vous faire one-shot. Et si vous restez la touche cercle enfoncée, vous pouvez donc courir, mais cela vous coûte de l'endurance, ce qui fait que lorsque vous vous arrêtez, votre personnage devra attendre 1 ou 2 secondes avant de pouvoir porter un coup. Et je peux vous affirmer que dans toutes mes parties de Kingsfield, c'était très handicapant cette barre d'endurance. Et si vous pensez que vous allez passer la totalité du jeu à juste explorer des donjons, à récupérer des objets et vaincre des ennemis, vous êtes loin du compte. Outre les marchands que vous croiserez au bout de 30 minutes de jeu, vous rencontrerez de temps à autre des PNJ qui ne se soucient absolument pas de ce qui se passe autour d'eux, mais vous donneront des objets qui vous seront utiles pour le reste de votre aventure en échange d'une petite faveur. C'est ce que l'on appelle des quêtes annexes, sauf qu'ici les quêtes annexes sont essentielles, car sinon il vous sera bien plus difficile d'avancer dans l'aventure. Il faut savoir que le jeu ne se compose pas en niveaux mais en étages pour donner l'impression d'un monde ouvert. Au total, il y a 5 étages dans le jeu, et chaque PNJ ou quête annexe sont à des étages précises. Le seul personnage qui n'est juste là qu'à vous expliquer l'histoire est l'elfe Myria. Elle vous donne quelques informations pour que vous puissiez comprendre dans quel univers vous vous trouvez, et puis s'en va. Étant donné que chaque PNJ et les quêtes qui leur sont assignées se trouvent à des étages différents, il vous faudra obtenir un pouvoir de téléportation pour revenir dans les étages précédents. Pouvoir que vous obtiendrez au bout de quelques heures de jeu, c'est-à-dire quasiment à la fin. Alors chance, comme il n'y a pas beaucoup de PNJ dans le jeu, les quêtes annexes se comptent sur les 5 doigts de la main, et certains se trouvent au même étage, mais reste que c'est un petit peu chiant de revenir au tout début juste pour une quête. Mais il reste essentiel à faire pour pouvoir vaincre le boss final. Tout se déroule au 5e étage, qui est d'ailleurs le niveau le plus court, compensé par le fait que c'est là où il y a les ennemis les plus coriaces. Vous croiserez une toute dernière fois l'elfe Myria qui vous donnera la fameuse épée emblématique de la saga Kingsfield, la fameuse Sword of Moonlight. Une épée qui, en plus de trancher vos ennemis en deux, permet de lancer un sort en même temps. Et elle vous sera indispensable lors du combat final parce que sinon vous pouvez pas toucher le boss final en fait. Et là, en voyant la tronche du boss final, vous êtes en train de vous dire mais quel rapport avec le fait qu'on parle d'un dragon en début de jeu? C'est un gimmick que l'on retrouvera plus tard dans les autres jeux de From Software, c'est le fait de raconter une histoire visuellement. Rien ne nous est clairement expliqué, nous n'avons que quelques indices et c'est à nous de faire le lien ou d'imaginer ce qui s'est passé. Pour expliquer grosso modo l'histoire du premier Kingsfield, 2 frères se sont déchirés pour la possession d'un trône et l'un a transformé l'autre en démon. Le père de votre personnage principal est parti avec une escouade de chevaliers pour tenter de résoudre le problème. Mais ayant échoué, c'est donc à vous de reprendre la relève. Et une fois le boss final vaincu, votre personnage devient le nouveau roi de la contrée de Verdité. Avec une cinématique de fin qui certes a un petit peu mal vieilli, mais a dû en contenter beaucoup, fier d'avoir fini un jeu aussi dur. Pour une société qui n'avait jamais développé de jeux vidéo avant, ce premier opus est plus comme un essai, avec ses qualités et ses défauts. Car malgré le statut culte qu'a obtenu le premier opus Kingsfield, les défauts reprochés à l'époque restent toujours valables aujourd'hui. Les fans de RPG de Dungeon Crawler peuvent sans doute trouver leur compte, tout comme ils peuvent être rebutés par la difficulté et la rigidité du gameplay. Alors bien sûr, il y a l'aspect 3D en temps réel qui a dû en impressionner plus d'un, et cela a dû jouer en la faveur de Sony pour la PlayStation. Et c'est le bon moment pour commencer à aborder les suites de Kingsfield. Et ce n'est que 7 mois plus tard, en juillet 1995, que sort la suite Kingsfield 2. Il s'agit également du premier opus qui sortira en dehors du Japon, puisque j'ai oublié de le préciser, mais le premier opus est resté dans son pays natal. Et étant le premier opus à sortir à l'international, il a été renommé pour se faire passer pour le premier opus. Exactement comme la licence Final Fantasy, où en Amérique, le 6 était renommé Final Fantasy 3. Mais si pour Final Fantasy ce n'est pas grave, pour Kingsfield c'est autre chose. Mais j'en reparlerai en temps voulu. Avant
d'en parler plus en détail, de quoi raconte cette suite. L'action du jeu se déroule sur l'île de Mélanette, une petite île qui vit au large des côtes de Verdité, la région du premier opus. Elle est depuis peu atteinte d'une étrange malédiction qui fait que quiconque pose le pied sur Mélanette ne peut ressortir au risque de mourir. Tout simplement parce que l'eau de l'île serait affectée, et que ses habitants, pour survivre, ne peuvent consommer que cette eau. Mais comme si cela ne suffisait pas, la fameuse Sword of Moonlight aurait été volée par un sorcier du nom de Nécron, et ce dernier l'a évidemment cachée sur l'île de Mélanette. C'est donc ainsi que le roi de Verdité, qui n'est ni plus ni moins que le héros que nous avons contrôlé dans le premier jeu, envoie le prince Alexander sur l'île de Mélanette afin de résoudre ce mystère. Le souci étant que le prince Alexandre a fait naufrage sur l'île de Mélanette et a ainsi été affecté par l'eau. Ainsi démarre l'aventure. Et pour vous expliquer l'histoire, j'ai dû aller chercher des informations parce que le jeu ne le dit pas explicitement. Kingsfield 2 est le premier opus de la saga auquel j'ai joué. Pour beaucoup de joueurs ou de joueuses, cette suite est une grande amélioration par rapport au premier opus. Les décors sont beaucoup plus vastes et variés et clairement moins cubiques. Cet appel à l'exploration et l'aventure est toujours autant présente, et notre objectif est un petit peu plus clair. Mais c'est également avec cet opus que From Software ont commencé à troller leurs joueurs. Au niveau du gameplay, ça n'a pas bougé depuis le premier opus, voire même je trouve que votre personnage est beaucoup plus lent. Déjà, le jeu est plus dur que l'opus précédent, genre dès le début du jeu tu peux mourir couillonnement et facilement, genre tu fais 2 pas et t'as pas fait attention et pouf, t'es mort. Les ennemis de base qui sont plus coriaces à affronter, ou des escargots qui te crachent du venin. Et évidemment, la première apparition de ce qui sera récurrent dans les Dark Souls, les coffres piégés. Et toute cette difficulté qui ici tient plus du troll, en réponse aux critiques du premier opus, s'ajoute au fait que cette suite est frustrante. Et par expérience personnelle, je trouve que la difficulté du jeu devient par moments complètement absurde. Pourtant, je sais que cet opus est considéré comme étant le meilleur. Et en effet, par rapport au premier, il y a une différence notable. En revanche, le gameplay reste toujours aussi rigide. Tous les défauts que je reprochais au premier opus se retrouvent ici, mais avec une difficulté plus accrue. Mais assez étrangement à l'international, de ce que j'ai pu lire, c'est ce qui a attiré beaucoup de joueurs. D'autant plus que l'un des aspects qui a été applaudi de ce Kingsfield est que la lenteur du personnage est expliquée par un vœu de réalisme. Mais il est à noter qu'à la sortie du jeu, qui a été un peu plus apprécié que le premier, a été cependant critiqué par sa lenteur. Beaucoup trouvaient cela ennuyeux et même ridicule. Et je suis de leur avis, car réalisme ou non, dans les faits, cela rend un gameplay très austère. Mais également une comparaison avec un autre jeu vidéo très mal accueilli, Death Keep, qui, de ce que j'ai pu observer, aurait les mêmes problèmes que Kingsfield, bien que lui ne soit pas en 3D en temps réel. Bien que je conçois que tout comme le premier Kingsfield 2 soit considéré comme le premier jeu d'aventure et d'exploration en 3D en temps réel, mais d'un point de vue international. L'effet était certes neuf à l'époque, mais aujourd'hui le jeu a très mal vieilli. Reste quelques musiques marquantes et qui te mettent davantage dans l'ambiance. Et du fait que la narration passe également par le visuel, même si cette suite est plus concrète dans ce qu'elle veut raconter que le premier jeu. On y découvre davantage de PNJ. Ils ont toujours la même fonction que dans l'opus précédent, mais nous permet de nous rendre encore plus compte du mal qui entoure cette île, car les PNJ à chaque fois que l'on interagisse avec eux cessent de nous rappeler le mal qui les incombe, ce qui ajoute une atmosphère assez pesante. Tous ces PNJ qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent maudits. Mais c'est également dans cet opus que nous apprenons quelque chose, c'est un élément qui est visible sur la jaquette du jeu, à savoir que la Sword of Moonlight possède une sœur jumelle, la Dark Slayer. Car en effet, tout comme la Sword of Moonlight, elle vous sera indispensable pour la fin du jeu. Car en effet, le niveau final se compose d'un monde entièrement virtuel, où nous affrontons des ennemis robotiques. Nous arrivons face au boss final du jeu, qui n'est ni plus ni moins qu'un dragon, responsable du mal qui entoure l'île de Mélanette, et qui garde la Sword of Moonlight derrière lui. Car en effet, l'histoire du jeu veut que ce soit 2 dragons, Sils et Gira ayant réussi à abattre son frère et maudit toute l'île de Mélanette. Le combat est tellement coriace qu'il faudra évidemment très bien vous équiper, mais après un combat acharné, vous récupérez la Sword of Moonlight, et assistez à une cinématique de fin de bien meilleure qualité que le premier jeu, laissant présager que Alexandre est le héros tant attendu des dieux, car possédant la Sword of Moonlight ainsi que sa jumelle, la Dark Slayer. Mais pour la survie de la contrée de Verdité, les 2 épées ont été scellées, et l'île de Mélanette est enfin en paix. Et bien que cela ne paraît pas, le dernier plan du jeu où les 2 épées se croisent annonce quelque chose. En revanche, on peut noter quelques gimmicks au niveau de la narration, mais pour pouvoir y répondre, nous devons nous pencher sur Kingsfield 3. Sorti en juin 96, soit presque un an après le deuxième opus, Kingsfield 3 a pour moi l'histoire la plus géniale.
Rien que l'introduction du jeu, qui est la première à être en précalculé, ce qui montre déjà une certaine évolution, est elle-même géniale. Mais pour que vous puissiez comprendre, voici l'histoire du jeu. Le roi de Verdité, qui n'est nul autre que le personnage principal que nous avons contrôlé dans le premier Kingsfield, a été corrompu d'une quelconque façon. Plusieurs héros ont tenté d'aller le terrasser, mais aucun n'en est revenu vivant. C'est alors que le prince Alexander que nous avons contrôlé dans Kingsfield 2 prend la terrible décision d'aller affronter son ancien roi et ami, muni de la Sword of Moonlight. Le problème, c'est que le roi de Verdité a trouvé l'épée avant lui et l'a brisée en deux, condamnant la contrée de Verdité à des siècles de terreur. La Sword of Moonlight étant détruite, Alexander use de ses dernières forces pour emprisonner le roi Verdité dans un bouclier magique. La tâche reviendra donc au fils du roi de Verdité, Lyle, devenu le prince d'une contrée maudite, de lever la malédiction jetée par son père. Et c'est là que c'est génial. La cinématique d'introduction fait clairement écho aux joueurs de Kingsfield. Le héros que nous apercevons rapidement n'est ni plus ni moins que la représentation du joueur. Les plans internes du château qui rappellent fortement les séances de gameplay, mais également un clin d'œil au niveau des combats finaux. Mais là où cela devient ingénieux, c'est que le roi de Verdité, étant le protagoniste du premier jeu, sait exactement comment tout cela fonctionne, au point de devancer Alexander en récupérant la Sword of Moonlight et en la brisant en deux, jusqu'à même anticiper l'action même du joueur. En soi, cela brise la narration traditionnelle des Kingsfield, mais en même temps cela donne plus d'enjeux. C'est pour cela que le problème de localisation que j'évoquais lorsque je parlais de Kingsfield 2 est un souci qui a rendu la narration des 3 premiers jeux plus ou moins incohérent. Par le manque d'informations du fait qu'on n'avait pas le premier opus, beaucoup de joueurs ou de joueuses ne comprenaient pas exactement l'histoire du jeu. Et à l'époque, cela devait vraiment poser problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce problème est plus ou moins résolu. À la différence de l'opus précédent, Kingsfield 3 n'a hélas pas énormément plu, car étant à la moitié des années 90, les gens commençaient à pointer du doigt les graphismes vieillots, et la rigidité du gameplay qui a commencé à poser problème à beaucoup de joueurs. Mais également que par rapport à l'opus précédent, Kingsfield 3 n'a que très peu d'améliorations, voire pas du tout. On peut cependant noter que les lieux où nous nous trouvons ne se composent plus en étages mais en monde ouvert. L'exploration est donc bien plus grande. Et même si la difficulté est toujours de mise, c'est évidemment bien plus gérable que pour le premier ou deuxième jeu, malgré sa difficulté toujours autant présente. Mais comme je viens d'expliquer tantôt, la rigidité du gameplay devient de plus en plus un problème. Ce n'est nullement une question de réalisme, c'est que c'est véritablement un souci. Quelque chose que From Software n'ont à peine modifié depuis le premier jeu. En ce qui concerne l'aventure en elle-même, beaucoup d'éléments sont des réminiscences du premier Kingsfield. Notre personnage retraçant les pas de son père. Et en parlant de père, parlons du boss final. Il se divise en 2 phases. Tout d'abord le combat contre le père qui est muni de la Dark Slayer, qui à sa mort est libéré du mal, et utilise sa dernière force pour faire de la Sword of Moonlight une épée bien plus balèze. Matez-moi ce truc. Nous pouvons aussi récupérer la Dark Slayer, mais elle est très franchement inutile. Et c'est parti pour la deuxième phase de combat où nous affrontons Sils, le frère de Gira, le boss final de Kingsfield 2. Après quoi, nous assistons à une magnifique scène de fin, où là il contemple sa réussite avant d'enfoncer une épée au sol, ce qui permet de rétablir la paix, même si je n'ai aucune idée d'où vient cette épée, et fin du jeu avec Sils et Gira qui promettent de revenir. Et c'est à partir de maintenant que je peux vous parler de quelque chose qui est assez réminiscent des Kingsfield. Depuis le premier jeu, on peut noter qu'il y a cet aspect du double, généralement représenté par 2 frères, l'un représentant le bien et l'autre le mal. Un petit peu comme j'avais parlé pour Velis, c'est l'éternel combat entre le bien et le mal, puisque pour y parvenir, certains commettent le pire au point d'éprouver du regret. Kingsfield 3 étant plus nuancé, puisqu'on part de l'opposition d'un nouveau héros face à un ancien, d'une opposition des 2 personnages principaux de Kingsfield, mais surtout une opposition père-fils. Sans non plus être un chef-d'œuvre de narration, ce 3e opus se présente comme étant le point culminant, sans non plus être le dernier opus. Mais avant de parler de Kingsfield 4, je dois faire une petite aparté. Bien que Kingsfield 3 soit une sorte de conclusion, c'est à partir de ce moment que From Software vont débuter leur principe de suite spirituelle. Pour expliquer ce qu'est qu'une suite spirituelle, il s'agit de 2 œuvres, généralement du même auteur, qui en soi n'ont rien à voir, mais sont liées généralement par des thèmes ou un gameplay similaire. Eh bien parce que la première suite spirituelle de Kingsfield n'est autre que la nouvelle licence de From Software, Shadow Tower. Les développeurs voulaient partir sur une toute nouvelle base, mais conservant tout ce qui faisait le charme de Kingsfield. Adoptant un style nettement plus sombre, le jeu nous fait prendre le contrôle d'un mercenaire qui, retournant dans sa ville natale, découvre qu'elle a été engloutie dans les ténèbres. Il faudra donc nous y enfoncer pour détruire la source du mal. Si on peut applaudir le fait que le jeu possède une ambiance assez malsaine, du fait qu'elle comporte très peu de musique, la majorité ayant été composée pour Shadow Tower ont été décalées pour un autre de leurs jeux, Evergrace, donne une atmosphère assez différente par rapport à Kingsfield. En revanche,
revanche, ce qui revient de leur première licence, c'est le gameplay. Et bien qu'il n'y ait pas de mal à ça en soi, le gameplay n'a presque aucune amélioration depuis Kingsfield 3, voire même la localisation des dégâts est encore plus précise. Et bien que c'était la volonté des développeurs de rendre le jeu difficile mais gratifiant, le jeu hérite des problèmes de Kingsfield. De ce fait, les jeux commencent à être de moins en moins bien accueillis. Même le jeu Echo Knight, une autre licence de From Software, a connu des retours plus que mitigés, alors que celui-ci est un jeu d'aventure point and click à la première personne, rien à voir avec Kingsfield ou Shadow Tower. En effet, il est à noter que Shadow Tower est sorti en juin 98, à la quasi fin de la PlayStation. De ce fait, l'austérité de son gameplay commence à ne plus être pardonnable. Un exemple de cela étant une autre licence de From Software, Armored Core. Sorti un an avant Shadow Tower, le jeu reçut un accueil plus positif, justement parce qu'il était beaucoup plus nerveux que ce que proposait Kingsfield. Et en ce qui me concerne, c'est l'un des rares jeux de From Software que j'adore. Bon aussi parce que tu peux customiser ton mecha comme un gosse et c'est trop génial. Cependant, peut-être à cause de la puissance de la PlayStation, je pense que peut-être From Software ne pouvait pas améliorer le gameplay comme il l'entendait. Méchance, la PlayStation 2 ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. Et le premier titre de From Software à arriver sur PlayStation 2 n'est autre que le jeu Eternal Ring. Rien à voir avec Elden Ring bien sûr. Le jeu nous fait prendre le contrôle d'un jeune magicien qui s'appelle Kain Morgan. Envoyé pour enquêter sur une île mystérieuse, son but sera de retrouver l'anneau éternel. Sorti en mars de l'année 2000, le jeu est une belle amélioration graphique, et cela n'a pas trop mal vieilli. Pour ce qui est du gameplay, c'est exactement le même que Kingsfield. Et encore une fois, il n'y a aucune amélioration. Et pour le public, ça n'est pas passé du tout. Si le jeu a été applaudi pour ses graphismes, le gameplay a été critiqué comme étant de la pure fainéantisme. Car en effet, nous sommes sur une nouvelle génération de consoles et le gameplay au stade de Kingsfield ne passe plus du tout. Et Eternal Ring a souffert de cela. De ce fait, c'est en octobre de l'année 2001 que sort le dernier opus de Kingsfield, Kingsfield 4 The Ancient City. Des 4 opus Kingsfield, c'est celui qui est le plus unique. L'histoire du jeu se déroule sur les terres d'Eladin, où le roi a été corrompu par une étrange idole. C'est à votre personnage de récupérer l'idole et de la renvoyer dans les ténèbres. En soi, ce 4e opus est très détaché des 3 autres. Loin des contrées de Verdité, nous nous trouvons ici en territoire inconnu. Sauf ce qui caractérise Kingsfield, c'est-à-dire son gameplay, qui encore une fois n'a pas bougé. C'est toujours aussi lent et austère et n'a subi aucune amélioration. Et là, on peut officiellement crier à la fainéantisme. Bien sûr, Kingsfield a un gameplay qui est reconnaissable. Ce que je reproche, c'est que c'est exactement la même austérité que pour le premier Kingsfield. Pas un pet de dynamisme. Et étant désormais sur la période PS2, ce n'est plus possible. En revanche, Kingsfield 4 a quand même des trucs plutôt cool. Graphiquement, le jeu est magnifique, et le jeu se focalise nettement plus sur son atmosphère. Ce qui n'est pas sans rappeler Shadow Tower, qui a connu une suite en octobre 2003, Shadow Tower Abyss, qui ne fait pas d'effort niveau gameplay non plus. Les jeux sont cependant de petits succès, mais avec des accueils toujours aussi mitigés. Puisque oui, durant la période PS2, From Software faisait des jeux qui étaient considérés comme étant passable. Car c'est quelque chose à ne pas oublier, mais le gameplay de Kingsfield a longtemps été critiqué. Aujourd'hui encore, de nombreux joueurs sont rebutés à l'idée de jouer à Kingsfield. Et ça, From Software l'ont bien compris. C'est pour cela qu'à l'arrivée de la PlayStation 3, les développeurs vont donc lancer une toute nouvelle licence qui serait une nouvelle suite spirituelle à Kingsfield. Et cette licence n'est ni plus ni moins que Demon's Souls. Sans surprise, le jeu est une totale amélioration sur littéralement tous les points, aussi bien graphiquement qu'au niveau du gameplay. Et là, le gameplay de Kingsfield a connu une véritable amélioration, au point que Elden Ring reprendra le même gameplay étant toujours aussi efficace. On peut cependant soupçonner que ce qui a aidé From Software à aller dans cette direction sont d'autres jeux qu'ils ont développés, comme par exemple les 2 jeux Otogi, qui d'ailleurs ont été très bien reçus à leur sortie. Mais c'est véritablement depuis Demon's Souls que From Software ont pu se faire un nom à l'international. Aujourd'hui, leurs jeux sont plus que reconnus, notamment en dépit de leurs difficultés. Reste qu'on est bien loin de l'austérité de Kingsfield, et on sent que l'entreprise n'est pas prête à y revenir. Ou alors, si un 5e Kingsfield doit voir le jour, il aura forcément le même gameplay que Demon's Souls. Reste que je vous conseille au moins de jouer à Kingsfield si cela vous intéresse. Quant à moi, j'en ai fini sur cette vidéo qui parle des jeux Kingsfield, j'espère que cela vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Et hydratez-vous bien.